On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Et Gauthier Rybinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Avec au sommaire Vladimir Poutine à Pyongyang. Le dirigeant russe rencontre le numéro 1 nord-coréen pour conclure un partenariat stratégique, notamment en matière de sécurité, avec dans le viseur l'Ukraine. Et puis la bataille pour les postes a commencé ici en Europe. Après les élections européennes, les principaux partis de l'UE placent leur pion face aux chefs d'État et de gouvernement. C'est tout de suite l'essentiel. Vladimir Poutine est donc arrivé à Pyongyang. Deuxième visite en 24 ans pour le président russe dans ce pays. La Corée du Nord, l'un des plus fermés au monde, devenu un allié, et pas seulement dans les mots. Les deux régimes comptent sceller à cette occasion un partenariat stratégique global, autrement dit, une alliance militaire destinée avant tout à contrer l'Occident. Anna Pereira. Dans les rues de Pyongyang, le tapis rouge est déroulé pour l'arrivée du président russe Vladimir Poutine. Annoncée à la télévision d'État, cette visite exceptionnelle est une première depuis les années 2000. À l'époque, c'était Kim Jong-il qui l'avait accueilli. Les deux leaders n'en sont pas à leur première rencontre. En septembre dernier, Kim Jong-un s'était rendu en Russie. Ce nouveau voyage en sens inverse marque le rapprochement accéléré des deux pays sur fond de guerre en Ukraine. C'est un État voyou, comme l'est aujourd'hui aussi la Russie de Poutine. Le dessein de la Corée du Nord, c'est d'abord de perfectionner son armement nucléaire, atomique. Et là, la Russie peut lui apporter beaucoup. C'est très important pour les forces armées nord-coréennes de voir sur le théâtre ukrainien l'efficacité de leurs armes, alors que ce soit des missiles, des drones ou des munitions. Un resserrement des liens qui inquiète, en particulier le voisin sud-coréen. Ce mardi matin, des dizaines de soldats nord-coréens ont franchi la ligne de démarcation militaire, avant de battre en retraite sous les tirs de sommation du Sud. C'est le deuxième incident du genre en moins de 2 semaines, mais il serait d'ordre accidentel selon l'état-major sud-coréen. Pyongyang s'affiche de plus en plus comme un allié de poids de la Russie dans sa guerre en Ukraine. Kiev enquête actuellement sur l'utilisation d'armes nord-coréennes par Moscou, et le gouvernement sud-coréen affirmait, lui, en mars dernier, que son voisin du Nord avait livré 7000 conteneurs d'armement à la Russie, en grande partie des munitions. En échange, la Russie serait en train de fournir son expertise technologique et notamment spatiale pour un programme de satellites militaires et le développement de leurs missiles balistiques à longue portée. Lors de cette visite, Moscou espère signer un accord de partenariat stratégique. L'Occident perçoit cette alliance comme une menace. Et on part tout de suite à Pyongyang. Vous le voyez, les images en direct de l'arrivée de Vladimir Poutine qui vient de descendre de son avion pour saluer le dirigeant coréen Kim Jong-un. L'accolade entre les deux leaders. Vladimir Poutine ne s'était pas rendu en Corée du Nord depuis 24 ans. À l'époque, il avait rencontré Kim Il-sung, le père de l'actuel dirigeant nord-coréen. Et on le sait, il est question donc d'un partenariat stratégique global qui sera signé entre les deux hommes. Patricia Lémonière, la Russie a besoin réellement du soutien nord-coréen dans la guerre d'Ukraine? Il y a deux choses dans ce voyage. Oui, les deux ont besoin l'un de l'autre. La Russie, on le sait très bien, c'est pour faire venir tous ces obus et quelques missiles qui frappent effectivement l'Ukraine au but dont elle a besoin, parce qu'elle en tire beaucoup, comme on le sait. Donc elle a des besoins très précis. Et sur un plan purement militaire, effectivement, la Corée du Nord a aussi besoin de la Russie dans certains matériaux et dans le domaine de la recherche, comme on l'a dit dans le sujet précédemment. Mais elle a aussi besoin de la Russie pour la nourriture. Parce qu'on le sait, le peuple nord-coréen n'arrive pas à se nourrir et des famines régulières sévissent dans ce pays. Mais au-delà de ce côté besoin commun, j'ai envie de dire, il va y avoir dans ce voyage tout un aspect faste, c'est-à-dire que ces deux leaders ont besoin de montrer au monde et à leur population qu'ils ne sont pas des bannis de la terre, au contraire. Regardez, le président de la Grande Russie vient me voir et après, en plus, il part au Vietnam. Donc ça veut dire que c'est un homme qui peut voyager partout, contrairement à ce que les Occidentaux prétendent. C'est en tout cas ce que dira... Poursuivi par la CPI. Voilà, ce que prétendra les télévisions nord-coréennes. Et quant à Kim Jong-un, eh bien lui...
Vladimir Poutine... Qui entrera en premier dans la voiture. Voilà, on voit, ils font un saut d'amabilité. Voilà. Oui. Ah oui, non, on le voit très bien. Oui. Les deux hommes rivalisent d'amabilité. Ils sont tous sourires. Et je pense que durant tout ce voyage, l'aspect fastuel, comme on peut le voir, avec tout ce décorum, sera aussi monté. On peut être sûr que ce voyage nous réserve quelques belles images. Et oui, la Corée du Nord, d'ordinaire avare d'images, n'hésite pas effectivement à mettre en scène l'arrivée de Vladimir Poutine. C'est déjà en soi un message, Gauthier Rybinski? Oui, c'est un message, c'est ce que vient de dire Patricia. Ce qui est quand même étonnant, c'est que vous vous rendez compte que la grande Russie de Poutine a besoin en matière d'armement de la Corée du Nord. De munitions, notamment. Voilà. Et donc la question qui se pose aussi, c'est combien de temps la Corée du Nord est-elle capable de subvenir à quelques besoins? Ah oui, mais... Les obus, ils en ont. Les obus, ils en ont, mais enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les besoins russes en termes d'obus sont colossaux. Donc là, je pense qu'il y a aussi un pas un arrière-plan, un plan politique qui est beaucoup plus important, qui est effectivement de dire, Poutine a dit, nous sommes là pour d'ailleurs combattre cet Occident agressif, etc. Et donc, évidemment que Kim Jong-un, ça lui va parfaitement, ça. Est-ce que, par exemple, Vladimir Poutine va franchir, vous savez, le trottoir qui, au 38e parallèle, sépare les deux Corées? Alors là, il paraît que c'est un signe d'amitié indéfectible. On verra s'ils se rendront dans la zone démilitarisée. Démilitarisée. Pas le programme de cette visite. Non, il n'y a pas de programme. Alors vous savez aussi que tous les deux sont de grands paranoïaques et que donc un programme, notamment Kim Jong-un, parce que vraisemblablement que Poutine ne risque pas grand-chose, mais encore une fois, cette manière de célébrer une union entre la Russie qui devrait, mais sinon elle ne se serait pas lancée dans pareille aventure en Ukraine, qui devrait être à la hauteur, y compris militairement, de ses ambitions. Bon, alors on comprend aussi effectivement que pour la Corée du Nord, c'est un laboratoire et une manière de tester. On voit en tout cas le cortège qui se dirige, on ne sait où, manifestement dans un bâtiment, un des nombreux bâtiments officiels que compte la capitale nord-coréenne, assez peu connue, il faut bien le dire, de ce côté-ci de l'Occident, puisqu'évidemment les voyages ici sont strictement réglementés. Vladimir Poutine, en quête de munitions, en quête d'obus, Gauthier Rybinski le disait à l'instant, c'est une manière en tout cas de montrer qu'elle aussi finalement ne peut plus aujourd'hui subvenir seule à ses besoins, tout comme l'Ukraine. Dmytro Kuleba fait d'ailleurs un argument pour réclamer aux Occidentaux davantage de munitions. Patricia Alémonière, elle n'est pas si bien dotée qu'on le dit, la Russie, face à l'Ukraine aujourd'hui? En tout cas, c'est le signe que Vladimir Poutine n'a pas du tout l'intention, je crois, de négocier quelque chose. C'est-à-dire qu'il a bien l'intention de poursuivre cette guerre. Il est parti dans une guerre longue. Il a bien l'intention de poursuivre cette guerre et de la gagner. Et pour la gagner, il se donne les moyens qui sont nécessaires à la gagner. Il faut dire que les deux reviennent de loin parce qu'à un moment donné, la Russie n'était pas très allante dans son amitié avec la Corée du Nord, ni même la Chine. Les aventures nucléaires, l'acquisition de la bombe ne plaisait pas tellement, et même pas du tout, à la Chine et à la Russie. Donc il y a eu une inflexion de la politique russe et chinoise vis-à-vis de la Corée, et tout ça parce que l'ennemi commun est devenu les États-Unis, mais je pense qu'ils sont toujours quand même très réservés sur tout ce qui serait usage de missiles balistiques avec des têtes nucléaires. Enfin, si vous voulez, ils surveillent quand même avec beaucoup de précision ce qui se passe en Corée du Nord, et donc dans les échanges, le fameux accord qui va être signé, dont à mon avis on ne saura pas du tout le détail, eh bien dans ces échanges, les Russes resteront, je crois, encore prudents en ce qui concerne la technologie nucléaire. Oui. Gauthier, en mars, la Russie avait utilisé son veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre un terme à la surveillance des violations des sanctions internationales visant la Corée du Nord. C'était de ce point de vue effectivement une inflexion majeure de la part de Moscou? Je ne sais pas si c'est une inflexion majeure. Permettre en tout cas à la Corée du Nord de passer sous le radar de cette surveillance internationale. Oui, mais en même temps, comme le dit Patricia, il y a une forme de duplicité, aussi bien de la part de la Chine que de la Russie vis-à-vis de la Corée du Nord. C'est-à-dire que quand on peut en profiter pour dire, vous voyez, il y a ce pays qui tient envers et contre tout, contre les injonctions de l'Occident, il ne tient pas. Vous avez rappelé les famines.
c'est parfois des famines, j'allais dire naturelles, entre guillemets, mais c'est parfois des famines voulues par le pouvoir pour casser toute velléité de résistance. Donc c'est pas forcément... Bien loin des images que l'on voit actuellement de Pyongyang, capitale ultramoderne, hein, nous fait-on croire à travers ces gratte-ciel. D'ailleurs, remarquez, on voit personne d'autre, hein, mais à part le cortège. Mais donc il y a ça, il y a cette duplicité qui consiste à s'en méfier aussi. Et de ce point de vue-là, la responsabilité dans l'état actuel des choses, elle est, si vous voulez, de la part de la Russie extrêmement étonnante, dans la mesure où, autant pour les Chinois, il s'agit, vous avez vu que les Chinois ont dit, on fournit du matériau de première, de base, quoi, des matières premières pour fabriquer les munitions, mais pas des munitions. Autant pour la Chine, il y a un problème, c'est que, essentiellement, quand la Chine s'engagera ou choisira de s'engager, le danger, c'est de faire en sorte que la population chinoise ne suive pas forcément la direction, et que pour la direction du PC, être finalement en délicatesse avec sa population, c'est un risque. C'est un risque pour le pouvoir. Alors qu'en Russie, il y a belle lurette qu'on ne pense plus aux citoyens, et que de ce point de vue-là, la Russie de Poutine, qui est évidemment beaucoup moins forte militairement que la Chine, est en position de domination de sa propre population que le PC chinois estime parfois tangente. Et est-ce qu'il n'y a pas tout de même une forme d'irresponsabilité, à défaut de la Chine, en tout cas de la Russie aujourd'hui, à être prêt, dit-on, à ces transferts de technologie envers la Corée du Nord, notamment en matière de balistique, de missiles, quand on sait l'imprévisibilité du régime nord-coréen qui est aujourd'hui une puissance dotée? Comme je vous ai dit, je crois qu'ils resteront prudents en matière de transfert. Il ne faut pas croire que Vladimir Poutine n'est pas un fou, contrairement à ce que certains estiment. C'est un homme rationnel. Et donc, il sait très bien qu'il peut faire des transferts, mais jusqu'à une certaine limite. Non, ce qui les intéresse beaucoup plus, c'est le détournement des sanctions. Parce qu'il faut voir que depuis la nuit des temps, maintenant pratiquement pour la Corée, qui est un pays soumis à de très fortes sanctions, tout comme la Russie aujourd'hui, tout comme l'Iran et d'autres pays, ces pays-là s'entendent à merveille pour échanger les bons plans pour contourner les sanctions. Et donc, ils ont besoin les uns des autres pour faire cette grande transaction souterraine et encore secrète, en quelque sorte, pour détourner les sanctions et pour faire en sorte que, ma foi, leur économie, en quelque sorte, en tout cas en ce qui concerne la Russie, se porte au mieux. La Corée pourrait avoir une économie qui se porte mieux, mais il y a un projet politique qui veut que la population ne se développe pas. Oui. Il y a derrière cette économie coréenne qui est à genoux sur ces secteurs, il y a un projet politique qui n'est pas le développement économique de la population et l'émergence d'une classe moyenne. C'est la concentration sur des moyens militaires. Voilà. D'ailleurs, ces images, alors profitons-en, parce que les dernières qu'on a vues sont celles filmées au téléphone par Yann Moix avec Gérard Depardieu dans les rues de Pyongyang. C'est dire à quel point elles nous parviennent rarement. Hein, c'est le jour où il faisait quelque chose d'intéressant. Oui. Non, simplement sur cette question, c'est important parce que vous voyez justement le décalage avec la Chine. Le pari du PC chinois, c'est de dire, au fond, on va dire aux Chinois, enrichissez-vous, et pendant ce temps-là, ne pensez surtout pas à la politique, ne pensez surtout pas au droit, voilà. Et là c'est nettement différent dans la mesure où il y a la crainte permanente d'un essor politique qui fait que, précisément, dès qu'on peut soit être dans la répression, soit être aussi dans l'approvisionnement. Souvenez-vous le nombre de fois où la Corée du Nord a mené des tests ou des opérations quelconques militaires en manœuvre. Eh bien, lorsque l'Occident a critiqué un peu trop fort, il y a eu une transaction sur du pétrole, sur du blé, etc. Un dernier mot, peut-être. Est-ce que finalement, si on se faisait l'avocat du diable, on peut ou pas considérer que c'est de bonne guerre, après tout, pour la Corée du Nord d'aider la Russie dans la mesure où son adversaire, la Corée du Sud, n'a pas ménagé ses efforts en faveur de l'Ukraine, y compris par des déplacements sur place du président sud-coréen à Kiev. Mais il faut dire qu'il y a une tension forte en ce moment, qui est remontée entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. On a vu les incidents, 2 incidents coup sur coup à la frontière, les envois de ballons d'un côté répondant aux alors la Corée du Nord qui envoie ses déchets par ballon. Voilà, pour répondre aux ballons que lui envoie la Corée du Sud, mais la Corée du Sud, c'est avec des clés USB pour... la propagande. Propagande d'un côté et déchets organiques de l'autre. Déchets organiques de l'autre. Donc la tension est montée, et là elle est montée d'autant plus à la frontière, à la zone autour de ce no man's land, puisqu'il n'y a pas de traité de paix et que l'état de guerre se poursuit en théorie, eh bien dans cette zone frontière,
Actuellement, les Coréens du Nord sont en train de réaménager complètement leur partie. À quelle fin, personne ne le sait. Ils font des tracés avec des chemins de fer beaucoup plus efficaces et ils sont en train d'enlever les vieilles mines et de remettre des mines plus efficaces. Alors, est-ce que c'est pour entretenir la paranoïa ou est-ce pour autre chose? Personne ne le sait actuellement et c'est suivi avec un grand intérêt, effectivement, côté sud. D'un mot, vous avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est pas de bonne guerre, finalement, que la Corée du Nord se comporte de la chose. Si on prend les contenants, oui, vous avez sur la règle, voilà, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Donc l'Ukraine est par transitivité, j'ai envie de dire, l'ennemi de la Corée du Nord. Mais alors, à l'intérieur, vous parlez de la Corée du Sud. Comment on vit en Corée du Sud, y compris par rapport à la démocratie? Je veux dire par là que les jeux géopolitiques peuvent justifier une forme d'égalité dans le traitement. Le contenu politique d'un régime, quand même, il n'y a pas photo. Et donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, même aussi par rapport à la Russie. Ceux qui ne connaissent pas la Russie devraient tester la manière dont on est surveillé, réprimé et éventuellement embastillé et tué quand on n'est pas d'accord avec le régime. C'est ça l'essentiel. Les élections européennes, tout autre sujet, elles ont livré évidemment leur verdict. C'était il y a 10 jours déjà, presque une éternité. Mais voilà qu'à Bruxelles, on s'active. L'enjeu, c'est la répartition des pouvoirs. Qui pour incarner l'Europe aux yeux des citoyens et auprès de l'extérieur? Tout est affaire de rapport de force. Étienne Paponeau. Un dîner entre chefs d'État et de gouvernement pour discuter des candidats aux postes clés des institutions européennes. À la sortie de ce premier rendez-vous lundi soir à Bruxelles, pas de fumée blanche. Il n'y a pas d'accord à ce stade ce soir. Les partis politiques jouent un rôle, ce qui est naturel dans un tel moment politique. Ils ont fait des propositions et nous aurons l'occasion dans les jours à venir de travailler davantage et de préparer les décisions que nous devons prendre. Nettement renforcé au Parlement de Strasbourg à l'issue du dernier scrutin, le Parti populaire européen de droite cherche à peser davantage sur les postes clés. Issue de ses rangs, Ursula von der Leyen est pressentie pour empiler à la tête de la Commission. De son côté, le groupe des sociaux-démocrates, deuxième au Parlement, soutient l'ex-premier ministre portugais António Costa pour une présidence de 5 ans. Mais selon des sources diplomatiques, le PPE a proposé de réduire cette durée de moitié pour alterner au bout de 2 ans et demi avec une présidence conservatrice. Avec un Parlement qui penche plus à droite que sous la précédente législature, le PPE s'affiche en position de force. Je ne pense pas que nous allons rejouer 2019 quand tous les postes devaient être attribués. Ce n'est pas le cas. Tout est plus clair. Après Josep Borrell, le poste de haut représentant pour les affaires étrangères pourrait revenir à la première ministre estonienne Kaja Kallas, qui affiche avec constance un soutien sans faille à l'Ukraine face à la Russie. Fruit d'un savant dosage politique et géographique, l'accord global sur les postes clés européens est attendu pour la fin juin. Et on retrouve à présent Alix Le Bourdon à Bruxelles pour France 24. Les conservateurs, sortis grands gagnants des élections européennes, cherchent à pousser leur avantage, Alix. À l'issue de ce dîner entre chefs d'État et de gouvernement, le PPE cherche à faire monter les enchères après son bon score lors des dernières élections européennes. Et le parti de droite se veut même plus gourmand que l'accord qui semblait quasiment plié ces derniers jours et qui lui était déjà assez favorable. Cet accord prévoit de reconduire Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne et de mettre une autre PPE, la maltaise Roberta Metsola, à la tête du Parlement européen. Les 2 autres postes clés doivent revenir au groupe politique arrivé en 2e et 3e position aux élections européennes. Le Conseil européen donc aux sociaux-démocrates et la diplomatie au groupe centriste Renew. Mais le PPE a réclamé hier d'obtenir également la moitié du mandat du président du Conseil européen. Alors ça, évidemment, ça a beaucoup fâché les sociaux-démocrates qui ont rappelé que pour que Ursula von der Leyen soit reconduite à la tête de la Commission européenne, eh bien, elle allait avoir besoin de leur soutien à la fois au Conseil européen, puisqu'elle devra être nommée à la majorité qualifiée des dirigeants, mais aussi au Parlement européen, où elle va devoir obtenir 361 sièges. Alors derrière, les chefs d'État et de gouvernement s'activent en coulisses pour pousser leurs pions.
Alors en effet, et à la table du Conseil, il y a une dirigeante en particulier qui, elle aussi, fait monter les enchères. C'est la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui, de sources diplomatiques, n'a pas été satisfaite des discussions hier sur ses attributions de postes clés, puisque selon elle, ces discussions ne reflètent pas la réalité des urnes et la percée de partis comme le sien. Il est vrai que la dirigeante d'extrême droite italienne fait partie des dirigeants qui sortent renforcés des urnes, au contraire d'Emmanuel Macron ou d'Olaf Scholz. Mais Giorgia Meloni se sait en position de force, puisque Ursula von der Leyen n'obtiendra pas forcément le soutien de la totalité de la coalition majoritaire, puisque certains au sein même de ses troupes ne la soutiennent pas forcément, la trouvent trop verte, la trouvent trop sociale. Et donc Ursula von der Leyen va peut-être avoir besoin de chercher au Parlement européen le soutien des troupes de Giorgia Meloni, le parti Fratelli d'Italia. Merci Alix Le Bourdeau en direct de Bruxelles pour France 24. Patricia Lémonière, Emmanuel Macron, Olaf Scholz s'affaiblit, Giorgia Meloni au contraire en position de force. C'est ce que l'on mesure finalement dans ces échanges depuis le G7 qui a été organisé récemment en Italie. On a vu la prise de bec entre Emmanuel Macron et la présidente du Conseil. Oui, en tout cas, il y a quelqu'un qui est tout à fait satisfait de cette nouvelle situation, c'est Giorgia Meloni. On sait très bien qu'entre le président français et la chef du gouvernement italien, le courant ne passe pas. Et la dernière fois, ils se sont rencontrés, c'était glacial. Enfin, électrique. Voilà, électrique, pratiquement. Donc là, Giorgia Meloni, elle joue ses cartes. Elle joue ses cartes, elle veut essayer de monter en influence, de constituer un groupe peut-être plus important. Et Ursula von der Leyen va avoir effectivement, la dernière fois, elle avait été élue avec 8 députés de plus. Donc la majorité est juste. Alors là, elle peut peut-être compter sur effectivement Meloni. Elle peut aussi compter, il y a 80 quand même non-inscrits. Et là, en fait, en ce moment, au Parlement européen, c'est la chasse aux non-inscrits. Chaque groupe voulant essayer de s'attirer les votes, en quelque sorte, des non-inscrits, parce que, en fait, vous voyez bien que l'élection de la présidente de l'Union européenne, enfin de la remplaçante ou de toujours Ursula von der Leyen, eh bien, est très dépendante de ce vote. C'est-à-dire, si le Parlement n'adoube pas le vote pratiquement des chefs d'État européens, eh bien, il n'y a pas de président. Donc, il faut bien sortir un nom. Et ce nom, jusqu'au dernier moment, reste très fragile, je crois. Gauthier Rybinski, on le disait, peut-être un accord finirait par se dessiner entre Giorgia Meloni et Ursula von der Leyen, ce qui semblait un peu un rapprochement contre nature. On l'avait écarté finalement au vu du résultat du PPE au soir des élections européennes. Et finalement, cette perspective pourrait à nouveau s'imposer. Oui, elle pourrait s'imposer avec un énorme, j'allais dire, un drap qui finalement enfume les Européens. C'est que pourquoi pas cette rivalité, cette concurrence pour les postes clés. Mais qu'est-ce qu'on y comprend, nous? C'est ça le problème. Citoyens, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Ça éloigne les citoyens européens. Écoutez, ça fait quoi quand vous regardez ce que vous venez de dire? C'est les... Voilà, je vais reprendre un terme qui n'est pas le mien, mais les magouilles de la classe. C'est comme la France, là, avec mais oui, les circonscriptions. avec en plus, on dit l'Europe. Il faut préférer une Europe désincarnée avec un Parlement immuable, parce que, pardonnez-moi, mais les rapports de force ne sont pas profondément bousculés par ces élections européennes. Bien sûr. Ça veut dire simplement que l'Europe, comme d'habitude, n'est pas capable, j'allais dire en termes de marketing, de se vendre. Quand, par exemple, elle fait des choses tout à fait intéressantes et estimables pour justement lutter contre les idéologies populistes, etc., on n'en parle pas. Quand elle fait des projets qui sont des projets de réhabilitation d'usines ou d'industries dans des pays qui étaient sous le glacis soviétique, on n'en parle pas. Et là, il y a peut-être, même vraisemblablement, des sensibilités ou même des opinions, des options politiques qui sont différentes. Mais pourquoi ne dit-on pas en quoi elles sont importantes? Parce que là, c'est vrai que extérieurement, vous dites, mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, Ursula von der Leyen, elle essaye effectivement elle sera vraisemblablement reconduite avec toutes les critiques qui vont vers elle, qui la concernent. Alors, vous savez quelles sont les critiques? On dit, finalement, comme c'est une Allemande, elle joue le rôle des Allemands. Oui. Sinon, il y a des choses quand même des louvoiements assez trop orthodoxes en matière de financement. Mais oui, en matière de financement. Mais tout ça, c'est pas infâme de détailler ces genres de choses. Voilà. Vous voulez dire que la
politique politicienne, la popole est en train de gagner l'Europe? Non, la popole, comme on dit, a toujours gagné tous les hommes politiques. Enfin, je veux dire, c'est ça leur problème. Le problème, c'est que vis-à-vis de l'Europe, on ne met pas, comme vient de le dire Gauthier, en valeur. L'Europe a fait des choses. Elle a fait le Covid. Elle a fait, on l'a dit pendant toute la campagne. Voilà. Mais oui, mais aujourd'hui encore, c'est important de le rappeler parce qu'il semble oublier. Merci beaucoup. On va terminer justement sur cette phrase constructive de Patricia Lémonière. Merci également Gauthier Rybinski. On va plus loin. C'est terminé. Prochain journal dans 5 minutes.